Genevard, bonjour. Bonjour. Et on salue Morteau, votre ville, et tous ceux qui habitent dans cette belle région. Donald Trump a déclenché la guerre des droits de douane, la guerre commerciale. Quels sont les dégâts à attendre dans l'agriculture française ? Ils peuvent être possiblement considérables, puisque vous savez qu'il y a des grandes filières qui sont particulièrement exposées par le commerce qu'elles conduisent. On pense aux vins et spiritueux tout de suite, mais il n'y a peut-être pas que cela. On pense effectivement aux vins et aux spiritueux qui font l'objet de grosses exportations vers les États-Unis, mais il y a possiblement d'autres secteurs. Je pense aux produits laitiers, je pense aussi à tout le secteur de l'épicerie. Donc on est sur des volumes considérables avec des effets systémiques sur les filières qui peuvent être extrêmement délétères. Les filières paniquent aujourd'hui, elles tirent la sonnette d'alarme dans votre ministère ? Je les ai réunies hier pour voir dans quelle mesure on peut proposer une réponse d'abord coordonnée. C'est ce à quoi nous engage le président de la République. Il a invité les filières à faire des propositions de réponse. Je les ai trouvées faisant preuve d'un grand sang-froid, insistant sur le fait que, évidemment, on ne peut pas se laisser piétiner, il faut riposter aux mesures, aux barrières douanières démentes que veut imposer Donald Trump, mais avec le souhait, in fine, d'une désescalade, parce qu'on sait bien que cette guerre commerciale ne fera que des perdants. Y compris côté américain. Y compris côté américain. Je pense que, sous couvert de vouloir protéger les États-Unis, leur président va en réalité exposer les Américains aux terribles conséquences de ce protectionnisme sauvage qu'il veut imposer au monde entier. Alors la riposte sans la rupture, c'est le mot d'ordre donné par Emmanuel Macron. De votre côté, quelle est la riposte nécessaire, quelle est la riposte idéale pour protéger notre agriculture ? Alors nous nous mettons en garde avec les filières agricoles et agroalimentaires sur le risque qu'il y aurait à ce que l'on surreprésente les taxes qu'on imposerait aux produits agricoles américains. Autrement dit, on ne peut pas infliger aux produits agricoles américains des taxes surdimensionnées par rapport à celles qui nous affecteraient. Je ne sais pas si je me fais bien. Œil pour œil, dent pour dent, ça marche pas. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, il faut répliquer à l'évidence et tous les secteurs seront concernés. Mais l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement de cette riposte. Elle ne doit pas être pénalisée plus qu'elle ne peut l'absorber dans cette guerre commerciale avec les États-Unis. Si on inflige des taux en riposte très élevés, ce qu'ont fait un peu les Chinois hier, qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'inflation dans nos caddies, c'est ça ? Alors, c'est l'augmentation des prix, effectivement, notamment pour les Américains. Les Américains vont très vite comprendre que l'imposition de droits de douane exorbitants va augmenter les prix à la consommation et puis va certainement occasionner des ruptures et provoquer une inflation, donc une perte de pouvoir d'achat. Donc d'ailleurs, les marchés ne s'y trompent pas, ils dégringolent depuis avec des soubresauts liés effectivement au fonctionnement habituel des marchés qui surréagissent. Mais moi, je pense que véritablement, cette déclaration de guerre commerciale ne peut faire que des perdants dans le monde entier. Donc pour l'instant, on reste calme et puis on va travailler secteur par secteur pour punir l'Amérique ? Alors, on ne patiente pas exactement, puisque hier, les 27 se sont réunis et ont décidé d'actionner. Enfin, ils ont fait une proposition qui a été rejetée d'un trait de plume par Donald Trump. Généreuse pourtant, on annulait les droits de douane. Une proposition qui n'était pas tiède, et qui était vraiment la porte ouverte à la réouverture de négociations. Mais on voit bien que Donald Trump est engagé dans une espèce de fuite en avant. Donc on va activer des contre-mesures. Il va y en avoir déjà un premier train. Et puis à la fin du mois, probablement une deuxième salve de contre-mesures. Mais on voit bien que les contre-mesures pénalisent aussi les Européens. Certains proposent d'appliquer ce qu'on appelle la loi de coercition, c'est-à-dire d'interdire l'accès au marché public aux investisseurs américains. En agriculture, ça a un sens, ça ? Ça fait partie du panel de réponses que peut opposer l'Union européenne aux États-Unis. Il y a les réponses douanières, tarifaires, et il y a les réponses effectivement du type mesures anti-coercition. Empêcher l'accès au marché public est une
est une réponse en effet qui peut montrer son efficacité. Mais au-delà de ça, ce que nous apprend ce triste épisode, en espérant qu'il demeure un épisode, c'est d'abord que l'Europe doit sortir de sa naïveté. Elle doit aussi mesurer à quel point elle représente un marché considérable, 450 millions de consommateurs. Et puis, elle doit aussi avoir une réponse la plus unifiée possible. Parce que si on y va en ordre dispersé, à l'évidence, nous n'y arriverons pas. Certains disent qu'il faut changer d'alliance dans le grand marché mondial et ressortent le Mercosur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition française au Mercosur n'est pas fragilisée parce que les pays qui étaient avec nous vont changer de pied en disant on va faire du commerce côté Mercosur parce qu'on n'a plus les États-Unis? Certains le disent en effet, mais moi je considère que, en tout cas pour ce qui concerne l'agriculture, et moi c'est mon rôle de défendre l'agriculture française, finalement on ajouterait les désordres provoqués par le Mercosur aux désordres provoqués par les taxes douanières de Donald Trump. C'est pas un remède. Je ne pense pas que ce soit un remède. Les accords de libre-échange ne sont pas mauvais en soi et que l'Union européenne cherche à développer des accords de libre-échange alternatifs à ceux qu'on pourrait avoir avec les États-Unis, c'est évidemment une bonne politique, mais pas à n'importe quel prix. Le Mercosur était mauvais hier, il l'est toujours à mes yeux aujourd'hui pour des filières agricoles et agroalimentaires capitale pour notre pays. Je pense au marché de la volaille, du bœuf, du sucre, de l'éthanol. Alors bien sûr, ce serait favorable pour d'autres productions, et en particulier les productions viticoles, mais un bon accord, c'est un accord équilibré. Et puis il y a quand même beaucoup de choses qui posent problème dans cet accord avec les pays du Mercosur. C'est notamment le fait que les modes de production, les façons de produire ne sont pas conformes aux propres règles que nous imposons à nos producteurs en Europe. Donc le principe des clauses miroirs est essentiel, et nous ne sommes pas de ce point de vue-là satisfaits par les termes de l'accord, du projet d'accord, parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est un projet d'accord. L'effort des consommateurs français, des consommateurs européens. Le dirigeant de C'est nous le patron dit si on accepte de payer 25 centimes de plus par bouteille de vin, ça compense les 800 millions d'euros qu'on perd dans cet échange avec les Américains. Alors je crois que les consommateurs français sont très sensibles à l'origine des produits. D'ailleurs, nous venons d'imposer la mention de l'origine, les étiquettes marquant l'origine. Les Français y sont attachés parce qu'ils ont quand même le sentiment, et à juste titre, que l'origine France, ou l'origine UE, mais singulièrement l'origine France, est une garantie de qualité. Et ils ont raison. L'agriculture française est une des plus vertueuses du monde. Et moi, je me bats sans cesse pour rappeler que l'alimentation, c'est régalien. Défendre la capacité que nous avons à nourrir la population, c'est d'ordre régalien, tout comme la capacité à se défendre. Donc, effectivement, ça peut jouer. Mais une partie des consommateurs est attachée au prix pour des raisons de pouvoir d'achat, et on peut le comprendre. Donc c'est un équilibre subtil à trouver, mais il est clair qu'il faut convaincre les consommateurs de regarder d'où viennent les produits et de privilégier chaque fois que c'est possible une origine France ou à tout le moins une origine européenne. L'Union européenne a retiré le bourbon hier de la liste des produits taxés. C'est un signe de bonne volonté ou on avait fait une bêtise? C'est heureux, c'est heureux. Alors, on n'avait pas fait une bêtise, on avait simplement réactivé une ancienne liste dans laquelle se trouvait le bourbon. Et on sait qu'il y a des productions qui sont emblématiques pour les Américains. Le bourbon, c'est ce qui avait donné lieu à la riposte de Donald Trump, qui avait dit que ce sera 200% de droits de douane en plus sur les vins et spiritueuses, qui était un risque mortel pour la filière du cognac en particulier et de l'armagnac. Donc ce n'est que 20%, mais 20% ça va énormément fragiliser. Donc la partie n'est pas gagnée pour autant, mais d'avoir retiré le bourbon, il faut bien mesurer à quel point il y a des des contre-mesures que l'Union européenne pourrait imposer aux États-Unis qui sont lourdes de conséquences pour l'agriculture. Le bourbon en est un. Je pense à d'autres productions comme le soja. Les États-Unis exportent énormément de soja dans l'Union européenne. Ça pourrait être catastrophique, d'abord parce que ça nourrit nos animaux et ça renchérirait le prix de la viande, mais aussi parce que ça serait une escalade. Ça serait une escalade. Or, ce que nous voulons malgré tout, c'est la désescalade.
Alors, escalade ou désescalade, il y a aussi la bataille pour la présidence des Républicains. Votre position, secrétaire général, vous oblige à la plus stricte neutralité, la discrétion. Je ne vais donc pas vous poser des questions sur vos préférences. Vous trouvez l'ambiance féconde, sympathique, utile? Sympathique, pas vraiment, parce que c'est une compétition. Et ce sont donc c'est dur. Deux hommes puissants que ne distinguent pas non plus leur position idéologique. Et c'est heureux, d'une certaine façon, sur le fond, les républicains parlent d'une seule voix. En revanche, ce sont deux personnalités, peut-être aussi deux stratégies. Bruno Retailleau considère qu'il contribue à redonner à la droite une visibilité par l'action qu'il conduit au gouvernement, quand Laurent Wauquiez est sur une logique de rupture. Donc il y a des différences de stratégie. Les électeurs, les adhérents, les républicains choisiront entre deux candidats de grande qualité. Moi, mon rôle comme secrétaire général, c'est de veiller à ce que les choses se passent le mieux possible. La mise en garde que je leur fais est que, attention, il ne faut pas donner l'image de division que détestent absolument nos adhérents. Et il ne faut pas non plus ruiner le début de nouvelle visibilité qu'a la droite en participant, je le crois, à la conduite des affaires du pays, à un moment où le pays va tout de même très mal. Il y a beaucoup d'adhérents qui prennent leur carte en ce moment. Le trésorier, d'ailleurs, s'en félicite, le trésorier Fasquelle. Est-ce que vous pouvez garantir la sécurité du vote? Il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas de fraude. On se souvient de Copé-Fillon. Écoutez, ce qui est certain, c'est que nous avons confié à la haute autorité de notre mouvement, qui est présidé par Henri de Bourgard, une personnalité juridique éminente, le soin de veiller à la bonne conduite de ce scrutin. Et tout me laisse à penser que les choses se passeront comme elles doivent se passer, c'est-à-dire dans la transparence et dans le respect des règles que nous nous sommes fixées. C'est une question de crédibilité de notre mouvement. Gérald Darmanin, ce week-end, disait il faudra que Renaissance, que la Macronie s'ouvre jusqu'au LR et intègre jusqu'au LR pour avoir un candidat du socle commun à la présidentielle. Non, a répondu Gabriel Attal. Votre position? Alors, nous n'en sommes pas là. Je crois qu'il est très prématuré. D'ailleurs, n'avoir en perspective que l'élection présidentielle de 2027, à un moment où la France traverse des turbulences extrêmement fortes, on connaît la situation budgétaire de notre pays, dans un contexte géopolitique très tourmenté, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui se règle ce type de questions. Ce qui est certain, c'est que si la droite veut exister, d'abord il faut qu'elle ne sorte pas affaiblie du scrutin interne auquel elle se livre en ce moment, qu'on puisse proposer une offre claire qui réponde à la résolution des problèmes que connaissent les Français, et puis nous verrons bien, mais n'anticipons pas les débats. Annie Genevard, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain matin. Votre invité sera Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Radio J, retrouvez le bar.